Je suis Alexandre Amigouet, fondateur et dirigeant d'Insignia, société bretonne spécialisée dans le digital. Avec mon équipe, nous accompagnons les entrepreneurs et entreprises à relever leurs défis grâce au numérique. J'ai un profond respect pour celles et ceux qui osent prendre le risque de vivre leur vie en sachant saisir leur chance. Seize Your Chance est le podcast où je vous partage mes discussions issues de rencontres avec des personnes qui m'inspirent. Bonne écoute! Bonjour Rodolphe. Bonjour. Alors, je suis désolé pour le bruit qu'il peut y avoir autour de nous. On est à la Marina du Gosier, ensemble. Tu es arrivé depuis quelques jours de ta course aux routes du Rhum. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Alors du coup, je suis Rodolphe Sefo, je suis navigateur. Donc j'ai participé à la Route du Rhum Destination Guadeloupe édition 2022 sur un IMOCA qui s'appelle Rêve de Large, donc Rêve de Large 3, région Guadeloupe. Et dans la vie de tous les jours, je suis éducateur spécialisé dans un centre d'insertion qui permet à des jeunes de se former via les métiers de la mer. Super. Ta particularité, c'est que tu es le premier Guadeloupéen à être arrivé, c'est bien ça ? Exactement, sur cette édition, je suis le premier Guadeloupéen, on va dire un peu par chauvinisme, on va dire ça, mais le premier Guadeloupéen est arrivé et du coup forcément avec un super accueil de la Guadeloupe et du coup j'étais très très fier de ça. Tu es de quelle région, Guadeloupe ? Alors moi à la base je suis de Goyave. Donc du coup c'est situé sur la Basse-Terre, donc entre Petit-Bourg et Capesterre en allant vers le sud de l'île. Et maintenant je réside au Lamentin, donc un peu plus central par rapport à mon activité. Ça me permettait de me rapprocher un peu de la marina, donc d'être un peu plus au centre de la Guadeloupe. Et c'est ta première course, ta deuxième ? Alors c'est ma troisième participation à la Route du Rhum. Donc j'ai participé en 2014 sur un classe 40, en 2018 encore sur un classe 40 et du coup là la troisième participation, on voulait passer sur un plus gros bateau avec d'autres projets bien sûr et donc le choix s'est porté sur un IMOCA. Alors l'IMOCA c'est on va dire la Ferrari des bateaux, c'est comme ça que c'est présenté souvent ? Oui, souvent, après c'est des bateaux qui sont bien sûr bien plus rapides, mais c'est surtout ce que ça représente. Il faut savoir que l'IMOCA, c'est le bateau du Vendée Globe. Donc forcément, quand on parle IMOCA, on parle forcément de Vendée Globe et c'est notre projet à l'origine. Donc c'est pour ça aussi que notre choix s'est tourné vers ce type de bateau, vers cette classe, qui est une classe bien plus professionnelle que la classe dans laquelle on courait avant, la classe 40. Et donc ouais, vraiment super content de toucher un petit peu du doigt finalement ce rêve qu'on avait de passer sur ces bateaux. Ça fait combien de temps que tu navigues ? Alors moi j'ai commencé à naviguer à l'âge de 3 ans, donc ça fait peut-être 33 ans maintenant que je navigue. Ah oui. Et j'ai commencé la compétition à 5 ans et en fait j'ai eu la chance, comme je dis tout le temps, de grandir à côté d'une école de voile, mais vraiment juste à côté quand on était voisins de l'école de voile et donc j'ai vu des bateaux avant de voir des terrains de foot et c'est pour ça un peu que j'ai commencé à naviguer et que je suis parti sur l'eau. Pour un Guadeloupéen, j'imagine que la Route du Rhum c'est un rêve ? C'est plus que rêve, ça fait partie de nous, c'est dans notre ADN pour surtout moi qui pratique la voile en Guadeloupe comme tous les autres, comme Kenny, etc. C'est vrai que c'est vraiment entre guillemets dans notre ADN. Quand on commence la voile, on a la chance de voir ces beaux bateaux qui arrivent à Pointe-à-Pitre, donc ça nous donne envie, ça nous donne toujours envie un jour de se dire qu'on pourra le faire nous aussi, que ça va être une étape dans notre carrière et je vois aujourd'hui même les nouvelles générations commencent vraiment à s'intéresser à cet événement sportif et festif. Donc je me dis que la Route du Rhum a encore de très très belles années en Guadeloupe. On a été mis en relation par Caroline. Est-ce que tu peux me parler de Samira ? Alors du coup Samira c'est la mascotte de l'école maternelle de Blanchette à Gourbert et en fait depuis 2014 on s'est rencontrés avec maîtresse Caroline et elle a suivi mes aventures, au large et quand on a relancé un projet avec ses petits élèves comme je les appelle mes petits moussaillons en 2018 elle m'a confié une mascotte
qu'ils avaient préparé. Donc c'est un petit raton laveur, un petit raccoon comme on dit en Guadeloupe. Et Samira, qui s'appelle Samira, et Samira devait veiller sur moi pendant la traversée de l'Atlantique, devait être ma coéquipière, on va dire. Et je pense qu'elle a fait plus que veiller sur moi. C'est aujourd'hui un peu mon porte-bonheur. Et c'est aussi un lien fort que j'ai avec ses enfants, avec la terre. Et c'est vraiment une super aventure qu'on vit maintenant depuis un moment. Tu es éducateur spécialisé, c'est ça Oui, c'est ça, exactement. Dans ta vie de tous les jours. J'imagine que le lien avec les enfants doit être très fort pour toi. Ça doit avoir beaucoup de sens. Il y en a beaucoup qui ont visité ton bateau? Alors, il y en a énormément qui ont visité mon bateau. Ça fait une semaine maintenant que je suis arrivé. Au-delà des écoles avec qui j'étais engagé, c'est vrai que, comme je dis, que les Guadeloupéens commencent vraiment à s'approprier. Donc, tous les jours, il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de classes, beaucoup de visites d'écoles sur la marina. Et tous les jours où j'ai été sur le bateau, j'ai eu l'occasion de faire visiter le bateau. Aujourd'hui, je fais visiter le bateau à plus de 500 enfants. Donc, c'est un peu de boulot, mais après, quand on voit les étoiles qu'ils ont dans les yeux, c'est une très, très belle récompense. Et oui, pour moi, ça a vraiment du sens, puisque je pense qu'en faisant ça, malheureusement, les Guadeloupéens, même s'ils s'approprient les événements comme la Route du Rhum, ne sont pas forcément tournés vers la mer, encore moins forcément vers la course au large, vers ce type de sport, ce type d'activité. Et donc, c'est pour moi une petite façon d'apporter ma pierre à l'édifice et de faire changer les mentalités et surtout d'encourager les enfants à s'inscrire en école de voile, à naviguer, à voir aussi la mer comme étant un milieu de compétition, un milieu de loisirs sur lequel ils peuvent profiter. Pour quelles raisons penses-tu que les Guadeloupéens ne sont pas sensibilisés à la course au large ou à la voile en général? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'activités nautiques en Guadeloupe. Il y en a beaucoup. Mais ça reste quand même une jeune industrie en Guadeloupe. Les clubs de voile, les activités nautiques ont à peine une vingtaine d'années, il faut le dire. Donc on a quand même pas mal de retard. Par exemple, quand on prend des régions comme la Bretagne qui sont elles aussi tournées vers la mer, on a quand même pas mal de retard. Donc c'est vrai que, comment on pourrait l'expliquer? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. C'est vrai qu'il y a une partie liée à notre histoire, forcément un peu avec l'esclavage, mais il y a aussi une partie liée au développement de l'île, puisque moi je le dis tout le temps, quand il a fallu développer la Guadeloupe, donc les gens ne se sont pas tournés forcément vers la mer, ou en tout cas n'ont pas vu la mer comme des activités de loisirs, mais plutôt la mer nourricière. Et donc il a fallu construire la Guadeloupe, aménager des champs, cultiver la terre, construire des maisons et tout. Donc forcément ça a tourné un peu, les Guadeloupéens ont dû tourner un peu le dos à la mer. Maintenant qu'on voit que l'île elle a bien évolué, elle commence à être un peu plus mûre, on voit au contraire que les Guadeloupéens ont tendance à revenir un peu vers la mer. Et comme je disais, depuis une vingtaine d'années, on voit qu'il y a énormément d'écoles de voile qui émergent et de sortes d'activités nautiques ou d'activités de loisirs qui commencent à émerger. Il y a une réelle demande aussi touristique aujourd'hui sur les activités nautiques, sur les activités de loisirs. Donc on voit que ça commence vraiment à prendre. Il y a de plus en plus d'événements nautiques. On a la Route du Rhum, la Mini Transat, on a la Transat en double qui arrive à Saint-Barth. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu un gros virage. Et on revient de plus en plus dans l'eau, sur l'eau, sous l'eau par rapport à tout ce qui commence à être organisé. Il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de retour en métropole avec les bateaux d'organiser? Oui, il y a un retour, notamment pour les classes 40. Il y a le défi atlantique, je crois qu'elle s'appelle la course, qui part au mois d'avril. Après, il y a eu une course plutôt pour les plaisanciers qui s'appelait l'Atlantic Back Cruising, qui s'appelle l'Atlantic Back Cruising, qui permettait à la fin de la saison Caraïbe aux plaisanciers de revenir sur l'Europe, sur la métropole, un peu encadré, pas vraiment en course, mais dans un esprit un peu tous ensemble, comme ça on veille un peu les uns sur les autres. Et après, oui, on voit malheureusement que aujourd'hui, les IMOCA, les ultimes, ils partent un peu tout seuls pour revenir. Et toi, ton bateau, quel est son avenir? Là, en ce moment, il est au Gosier. Ouais, voilà. En ce moment, il est à la marina. Il va bientôt repartir, puisque on a voulu, dans le projet Route du Rhum Jacques Vabre, puisqu'on a fait la Jacques Vabre en 2021 avec mon équipe et l'équipe d'Arnaud Boissière. Et la Route du Rhum. Donc on a voulu faire la préparation du bateau en Guadeloupe, montrer que ce projet était 100% guadeloupéen, que ce projet était possible. Bien entendu, on s'est heurté à énormément
malheureusement de difficultés puisque on manque cruellement d'infrastructures au-delà de l'activité nautique, mais on manque d'infrastructures, surtout avec un IMOCA. Ça reste quand même un gros bateau avec un grand tirant d'eau. Donc en fait, on a voulu, pour être performant, ne plus se heurter à ça. Donc on va renvoyer le bateau en métropole. Et à partir de là, on va commencer à décider ce qu'on fera sur la saison prochaine, tranquillement. Et il va aller où en métropole? Il sera à Lorient. Il y a de grandes chances qu'il soit à Lorient. On n'a pas encore décidé exactement. Donc ce sera entre Lorient et La Rochelle. D'accord. Et tu parlais de la Bretagne qui avait on va dire, une bonne présence sur la partie voile. Est-ce qu'il y a un lien entre la Guadeloupe et la Bretagne? Parce que cette route du Rhum, elle est mythique, elle a 44 ans. Est-ce qu'il y a un lien qui pourrait faire en sorte que la Bretagne aide ou participe au développement de la voile en Guadeloupe? Alors, il y a plusieurs liens. Il y a plusieurs liens. Malheureusement, rien de bien officiel, même si aujourd'hui, très honnêtement, je ne sais pas dans quelle mesure on pourrait organiser les choses. Mais moi, je navigue aujourd'hui plus régulièrement en métropole qu'en Guadeloupe. Et déjà, comme beaucoup d'autres skippers guadeloupéens, on essaie de ramener un petit peu ce qu'on voit comme organisation sur l'île, puisque après les choses, elles ne sont pas compliquées. Hein. Ça reste aussi des volontés politiques, ça reste aussi des activités à gros budget. Donc à partir du moment où les envies sont là, les hommes sont là, la mer, on l'a déjà. Ça, c'est quelque chose qu'on partage. Les choses elles se mettent en place. Mais maintenant, pour les mettre en place, il faut du budget, il faut un peu de temps. Je l'ai dit, hein, aujourd'hui, l'activité de loisirs et l'activité de régate est quand même un peu jeune en Guadeloupe. Il faut le temps que ça mûrisse, que ça se structure. Et c'est au travers de travail et d'événements comme la Route du Rhum et au travail de navigateurs comme Kenny Piprol, comme moi, Damien Seguin, Thibaut Vauchel, etc., Willy Bissette, que ça évolue dans le bon sens. Et du coup, quel lien concrètement à faire avec la Bretagne? Très honnêtement, aujourd'hui, je ne pourrais pas vraiment dire. Mais je pense qu'effectivement, il y a énormément de choses à faire. Est-ce que tu sais combien il y avait de Guadeloupéens sur cette course? Alors, de Guadeloupéens, on était 7, il me semble. Sur 138 skippers. Donc, on était 7 avec... moi, je compte toujours Thibaut et Damien sur l'eau, même si ils ont vécu en Guadeloupe, mais ils sont pas vraiment guadeloupéens, mais voilà, pour moi, ils représentent la Guadeloupe. Ce sont aussi des frères de navigation. Donc, d'accord, super. Vous êtes en progression par rapport aux autres éditions, tu le sais? Oui, bien sûr. Il y a eu, je crois que 2018, je crois qu'il y a eu 120 ou 121 bateaux. Donc là, on a passé quand même un cap en termes de bateaux, et en sachant qu'il y avait encore énormément de projets qui n'ont pas été soit qualifiés, qui n'ont pas eu de budget. Donc voilà, c'est bien ce que je dis. Aujourd'hui, la Route du Rhum commence à être vraiment un événement phare. Bien ancré en Guadeloupe, bien ancré en Bretagne, bien ancré dans le calendrier des projets des skippers, et j'espère que ça va continuer comme ça pour les autres éditions. Alors, il y a une particularité, c'est pour tout le monde, c'est de boucler des budgets, je crois pour tous les skippers. Ça a été comment pour toi? Ça a été simple? Alors, c'est jamais simple. C'est jamais simple puisque la voile, ça reste un sport mécanique. Donc, forcément, ça reste un sport qui coûte très, très cher. Nos bateaux coûtent cher. Leur entretien coûte cher. On a besoin d'hommes. Donc, c'est vrai que tout ça, c'est... Un IMOCA, c'est quel budget à peu près? Nous, on avait un très, très petit budget par rapport à d'autres projets. On était sur un budget d'1,2 million pour 2 courses. Donc, pour en fait 2 saisons, la Jacques Vabre et la Route du Rhum. Donc, c'est vrai que c'est un très petit budget par rapport à d'autres teams. Maintenant, voilà, c'est... En plus, comme j'ai dit tout à l'heure, on a vraiment voulu que ce projet soit 100% guadeloupéen, sachant qu'on n'est pas forcément dans les meilleures années économiquement, entre Covid, entre guerre en Ukraine, c'est pas simple du tout. Mais voilà, c'est la même difficulté qu'ont eu, je pense, tous les autres skippers. Et pour moi, c'est encore là où je tire déjà mon chapeau et qu'on voit encore tout le mérite de tous les skippers qui étaient au départ de cette course. Tu as un gros
Partenaire, sponsor ou plutôt Non, j'ai plusieurs petits partenaires, des partenaires financiers, mais aussi des partenaires techniques. En fait, on avait pris le pari sur cette édition quand on savait qu'on n'aurait pas gagné beaucoup d'argent, enfin, tout gagné, entre guillemets, on n'aurait pas pu collecter beaucoup d'argent pour le projet. Donc, on a pris le pari d'essayer d'en économiser un maximum et de sortir un minimum d'argent. Donc, on a énormément de partenaires techniques. Il faut savoir qu'en plus, pour nous, Guadeloupéens, c'est encore plus compliqué puisqu'on se trouve à 8000 km de tout, de là où ça se passe, de la ligne de départ et tout ça. Et donc ça veut dire des allers-retours. Enfin, il faut savoir que 10% de mon budget passe dans du transport, hébergement, avion, train et tout. Et donc, on a été dans ce sens-là à chercher des partenaires qui nous permettaient d'économiser les frais de transport déjà pour moi et mon équipe. Et c'est grâce à ça aujourd'hui qu'on a réussi à boucler le budget, on a réussi à prendre le départ de la course. Et tu as le temps de t'entraîner? Alors justement, là, ça a été plus compliqué. Ça a été plus compliqué parce que du coup, cette recherche financière a été très chronophage. Ça nous a pris beaucoup de temps pour boucler le budget. Ensuite, de l'autre côté, j'avais un gros projet pédagogique avec les écoles, notamment les petits, dont on vient de parler tout à l'heure, les petites maîtresses Caroline, mais aussi avec les lycéennes Guadeloupe, donc les 3 lycées qui proposent des formations de maintenance nautique. On avait un gros projet pédagogique avec eux. Donc c'est vrai que ça nous a pris beaucoup de temps et donc c'était un petit peu au détriment du nombre d'heures où je passais sur l'eau. Mais voilà, maintenant, notre objectif, on savait qu'on partait pour développer aussi l'économie bleue, on partait pour montrer aussi aux gens que c'était possible. Donc on l'a fait et on en est très content aujourd'hui. Si tu veux en parler un peu plus de ce projet pédagogique avec les Alors, ce les projet lycéens, pédagogique s'appelle l'économie bleue au service de la jeunesse guadeloupéenne. Et c'est un projet qu'on a commencé en 2018 avec notre équipe. Et on s'est dit, une course comme la Route du Rhum, l'intérêt que portent les Guadeloupéens, on ne pouvait pas juste courir pour nous. On ne pouvait pas juste dire que Rodolphe Sefo montait à la barre de son bateau et qu'il n'y avait aucun retour concret pour la Guadeloupe, en tout cas pour notre jeunesse guadeloupéenne. Mais ça, c'est encore ma fibre d'éducateur qui parle. Et donc, on voulait absolument, dans cette aventure, faire prendre conscience à ces jeunes Guadeloupéens qu'aujourd'hui, en Guadeloupe, il y avait tout à construire au niveau du nautisme et que même si ce sont des formations qui n'ont pas forcément choisi de plein gré, mais ce sont un peu des voies de garage, enfin, ils pensent que ce sont un peu des voies de garage, mais de leur faire prendre conscience, ne serait-ce que sur des courses comme la Route du Rhum, il y a du bateau, il y a du passage. En fait, les faire découvrir un peu l'envers de la médaille, qui ne s'arrête pas juste à ces événements nautiques comme étant juste un événement festif. Et donc, on a décidé, dans un premier temps, de s'adresser à des jeunes qui étaient déjà sensibles un peu à ça, donc des jeunes qui étaient déjà dans des formations de métier de la mer, et de les amener dans notre aventure, mais qui la vivent de l'intérieur. Donc, ils voient toute la partie recherche de partenaires, préparation de bateaux, en fait, vraiment toute la partie technique, la partie dont on parle souvent pas beaucoup, et puis qu'ils puissent aussi se mettre dans la peau d'un skipper, ou d'un technicien ou de préparateur, et qui côtoient aussi d'autres teams. Et c'est en ce sens qu'on a fait venir, donc il y avait 177 jeunes directement dans ce projet, qu'on a pu faire venir une trentaine de jeunes à Saint-Malo et qui ont pu rencontrer aussi d'autres équipes techniques qui ont pu, voilà, comme j'ai dit, voir vraiment la Route du Rhum de l'intérieur. Qu'as-tu envie de dire ou que dis-tu aux jeunes qui montent sur ton bateau et qui ont des étoiles dans les yeux, qui voient ces bateaux arriver, qui voient ces bateaux arriver en Guadeloupe et qui se disent pourquoi pas moi? Tu leur dis quoi? T'as envie de leur dire de quoi, foncer de foncer, parce que je prends toujours très simplement mon exemple pour leur parler en leur disant que moi je suis pas un magicien. Si j'ai réussi à le faire, c'est parce que on était déterminés, j'ai eu une bonne équipe, on a mis des choses en place et que eux ils sont tout à fait capables de le faire et qu'il faut idéalement ne pas abandonner, même si c'est très difficile, aller jusqu'au bout, persévérer. Donc en fait, on reprend toutes les valeurs, on va dire des valeurs de vie, et j'essaie de les appliquer au parcours que j'ai eu et de témoigner très simplement de ça. Je ne les prends jamais de haut, je me mets vraiment à leur place parce que voilà, je suis jeune aussi, je sais très bien ce que c'est. Et, quel âge as-tu, toi? J'ai 36 ans. Ok, effectivement, c'est jeune. Ouais, je suis encore jeune. Ouais. Donc, et puis, comme j'ai dit, moi, ça fait longtemps. Ma première Route du Rhum, je l'ai fait à 25 ans. Donc, du coup, voilà, c'était aussi une façon pour moi d'utiliser ça, d'utiliser toute cette expérience comme étant un peu un témoin en leur disant, mais regardez, moi, je l'ai fait. Vous êtes capable de le faire et en plus, je suis à votre disposition pour vous mettre toute l'expérience que j'ai acquise sur mes projets.
C'est chouette. Je pense que ça va être motivant pour toi aussi d'être une forme d'exemple dans C'est ce que tu fais. hyper motivant, c'est même un peu moteur pour moi. C'est vrai que dans les moments, comme j'ai dit, hein, dans les moments difficiles, parce que Dieu seul sait qu'on en rencontre beaucoup, dans les moments difficiles, de voir les mêmes discours qu'on donne aux autres, on se les applique déjà à soi, mais de sentir aussi surtout le soutien de tous ces jeunes, de toute cette jeunesse autour de ce projet, ça nous donne vraiment la force de continuer à avancer. Et souvent, moi, je remercie beaucoup les personnes, je remercie beaucoup les enfants de me donner cette force pour continuer à mener à bien mes projets. Tu as beaucoup parlé de ton équipe. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Vous êtes combien? Comment ils s'appellent? Qu'est-ce qu'ils font? Alors, sur cette route du Rhum, on est en fait, d'ailleurs, depuis qu'on a commencé, on est une toute petite équipe. Donc, déjà, au cœur de l'équipe, je travaillais avec Sophie Rousselet, qui est la coprésidente de l'association Rêve de Large. Ensuite, on s'est entouré pour la course de plusieurs techniciens. Donc, en gros, Sophie et moi, on gère vraiment toute la partie administrative, communication, partenaire. Ensuite, on s'est entouré parce que, faut gérer le bateau de deux techniciens. Donc, Alexandre Carraro et Bruno Staub. Et on a un troisième qui n'a pas été très présent cette année. On l'a surtout vu à Saint-Malo, mais avec qui on travaille, puisqu'il a été très présent en 2018, c'est Robinson Pozzoli. C'est un jeune qu'on a aussi un peu accompagné, puisqu'il a de gros projets en mini. Donc, il prévoit de faire la mini transat en 2023. Et c'est vraiment... on a commencé en ayant cette relation de skipper et de préparateur. Et aujourd'hui, c'est devenu un membre de ma famille. C'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est hyper doué. Il vient de construire son mini. On l'a beaucoup accompagné aussi avec l'association. Et on espère fortement être avec lui sur sa mini transat. La route du Rhum a été décalée, le départ avait été décalé. Tu l'as heureusement. Okay. Non, heureusement, ça a été, c'était vraiment des conditions sérieuses. Je pense que il y aurait eu beaucoup plus de casse. Et que vu le nombre de bateaux, vu le nombre de skippers, vu les différences et tout, que c'était peut-être pas la peine de partir dans du dur. Maintenant, oui, bien sûr, on aurait fait avec, hein. On aurait fait avec, mais c'est une très très sage décision que le comité de course a eu de décaler le départ. En tout cas, moi, j'ai été 100% d'accord avec eux. Tu avais un objectif sportif sur cette course, toi? J'avais pas d'objectif sportif. Mon objectif, c'était vraiment de ramener mon bateau en Guadeloupe, boucler mon projet, puisque c'est le premier IMOCA guadeloupéen sur la route du Rhum. Maintenant, oui, je connaissais mes adversaires directs, je connaissais les bateaux qui avaient à peu près le même potentiel que le mien, je savais contre qui j'allais un petit peu me bagarrer. Donc, un peu frustré, parce que j'ai eu de la casse au début, donc un peu frustré de ne pas avoir pu rester dans mon groupe. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la loi du sport. T'as cassé un foil, c'est ça? Exactement, j'ai cassé un foil le premier soir. J'ai heurté un OVNI. Objet flottant non identifié, voilà, parce que j'ai pas vu ce que c'était. Et du coup, je casse un foil. Et donc, forcément, je fais un arrêt technique pour vérifier la structure du bateau. On découpe ce bout de foil qui reste. Et du coup, je repars avec un foil en moins. Donc, sur un bord, ça allait bien. Et sur l'autre bord, j'étais un peu plus en difficulté. Mais comme j'ai dit, hein, voilà, à partir du moment où on savait qu'on avait diminué les performances du bateau, on a été très réaliste sur nos objectifs de classement. Maintenant, on n'était pas dernier. mais voilà, quoi, le côté course même, il était déjà passé au second rang. Que ressens-tu au moment où tu sens l'OVNI percuter le foil? Alors ouais, j'entends le bruit. C'est horrible, forcément. Forcément, nos bateaux, c'est une extension de nous. Donc là, tout de suite, on a l'impression de se faire casser un bras ou se faire casser une jambe. Donc c'est vraiment horrible. Donc on regarde, on essaie de regarder un peu partout, de voir si on n'a pas de voie d'eau. Enfin voilà quoi, on est un peu pris au dépourvu. Maintenant, il faut avoir les bons gestes. C'est d'abord la sécurité du bateau, la sécurité du skipper. Maintenant, quand j'ai vu que le bateau, structurellement, il n'avait rien au premier contrôle, j'ai dit ça va, on a le temps de continuer, de s'arrêter et tout.
Mais oui, c'est difficile. Hein. Parce que ta hantise, c'est ça. Tu dois te dire, c'est peut-être terminé à ce moment-là, en fait. Voilà. C'est les premiers trucs qui se passent dans la tête, c'est de se dire, on a fait tout ça pour rien. Pour rien, ça va s'arrêter là. Ça y est, on a cassé le bateau. Voilà, il y a plein de choses qui passent dans la tête à ce moment-là. Maintenant, faut avoir la force mentale de se reconcentrer, comme je dis, hein, avoir les bons gestes. Pas oublier qu'à partir du moment où un bateau flotte, ça va encore et qu'il faut préserver la vie du bonhomme qui est dessus. Et alors, tu as le droit de t'arrêter dans la route du Rhum. La règle, oui. c'est... On a le droit de s'arrêter, on a le droit à plusieurs arrêts, je crois jusqu'à 3 arrêts sur la route du Rhum. Et donc après, c'est un arrêt technique pour réparer le bateau éventuellement. Oui. Au moment où tu sais que tu peux repartir avec, on va dire, un déséquilibre, c'est à peu près ça l'idée? Oui, c'est ça. T'es dans quel état d'esprit? T'es combattant? Non, ça y est, on repart. À partir du moment où je sais que le bateau, il a rien, on repart, on est à fond, on est en course. Même si, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne se fait pas d'illusions non plus, parce que tout le monde est en course, mais on est en course. Tout ce qu'on peut grappiller, on grappille. On repart sur le même protocole. Quand on peut accélérer, on accélère. Quand on doit économiser le bateau, parce que on est quand même au début de la course, donc on a encore pas mal de pressions à passer. Quand on doit économiser le bateau, on économise le bateau. Donc on est dedans. T'as eu d'autres difficultés ou c'est la seule grosse difficulté? C'est la seule grosse difficulté. Après, comme tous les bateaux, hein, quelques bouts qui pètent, quelques trucs par-ci par-là, mais rien de bien méchant. Le bateau est quand même très très fiable et très très simple. Donc tout a été. Par rapport aux autres courses que tu as faites avec des classes 40, comment tu as vécu celle-ci? Ça a été différente? Cette route du Rhum a été différente. Après, pas forcément par rapport au bateau, mais on a eu des conditions qui étaient des conditions de mer, surtout pas tant le vent, mais des conditions de mer qui étaient quand même musclées. Donc, elle a été épuisante pour les bateaux, surtout, et pour les bonhommes dessus. Mais oui, c'est différent de passer de la classe 40 à un bateau comme ça. Tout est plus grand, tout est plus difficile, tout prend plus de temps. Donc, oui, mais ça fait partie aussi de l'évolution. On s'entraîne pour ça, pour bien connaître nos bateaux, pour bien connaître les efforts dessus. Et puis, on navigue aussi en conséquence. Ouais, très honnêtement, je compare même pas une navigation en classe 40 et une navigation en IMOCA. C'est 2 bateaux différents, c'est 2 mondes différents et tout. Je suis pas certain de t'avoir demandé, t'es arrivé combien? Je sais pas. Je crois que je suis arrivé 32e ou 31e, je sais plus du tout. Voilà, ça montre bien ce que je disais tout à l'heure. Hein. Le classement pour moi, il compte absolument pas. En combien de temps? En 18 jours, par contre. Ça c'était important. Voilà. Ça, c'était important parce que c'était un peu mon challenge. Je voulais le faire en moins de jours que la dernière fois. Donc, j'améliore mon score de 2 jours en 20 jours. Donc, j'améliore mon score de 2 jours. Et la fois d'avant? Et la fois d'avant en 22 jours. Donc, à chaque fois, je gagne 2 jours. La prochaine fois, c'est 16 jours. Ouais, la prochaine fois, c'est 16 jours. Donc voilà, ouais, j'étais déjà bien content de ça. Mais maintenant, le classement en lui-même, très honnêtement, je ne l'ai même pas regardé. Et puis, j'avoue que depuis que je suis arrivé, je n'ai pas arrêté. Donc, je n'ai même pas encore pu me repasser dans ma tête le film de la course, quoi. Tu reprends quand ton travail? Parce que tu es en pause, j'imagine. Je reprends le 17 décembre, donc dans quelques jours. Ah oui, okay. Il me reste encore quelques jours pour planer un peu, rester sur mon petit nuage. Et puis après, le boulot et ensuite les fêtes de fin d'année avec la famille. T'as un congé de quelques mois, le temps de la course, c'est ça? Ouais, en fait, au-delà du congé, j'ai un arrangement aussi avec mon employeur qui est un de mes partenaires et qui m'a, en échange d'un projet pédagogique avec des jeunes aussi, qui m'a octroyé, en plus de mon congé, un petit peu de temps et surtout un petit peu de facilité pour faire mon projet. Donc, on s'est arrangé sur les entraînements, il a participé financièrement au développement du bateau et tout. Donc, j'ai un employeur super sympa. Il y a un partenaire qui était aussi intéressant cette année, c'était Orange. Ouais, exact. Orange qui nous a permis de faire beaucoup de vidéos, de faire suivre sur mes réseaux sociaux notamment, de faire suivre la route du Rhum vraiment de l'intérieur aux Guadeloupéens, un peu à tout le monde, hein, toutes les personnes qui étaient connectées sur mes réseaux. D'ailleurs, que je profite de remercier parce qu'on a eu beaucoup de retours positifs et ça, c'était vraiment génial. Tu t'es senti soutenu? Ouais, mais depuis le début du projet. Depuis le début du projet, on a vraiment été porté par toute notre communauté, toutes les personnes qui suivent un peu nos aventures, qu'ils soient de Guadeloupe, qu'ils soient des États-Unis, qu'ils soient de la métropole ou d'Europe. On a vraiment eu une très très belle communauté qui nous a encouragés, qui nous a permis d'avancer. T'es arrivé en pleine nuit?
Ouais, très tard. Je crois que j'arrive à quai à 1h40. 1h40, effectivement. Moi, j'étais au village, il y avait des concerts, donc j'étais au village à ce moment-là. Et je peux te garantir que tu étais attendu. Ah, il y avait du monde, il y avait du monde. Je pense même qu'il y avait plus de monde que pour le premier. Ben voilà, quand je parle de tout le soutien qu'on a eu, on a vraiment été porté par la Guadeloupe et il y avait énormément de monde pour mon arrivée. Ça fait chaud au cœur. Voilà, ça fait super chaud au cœur. Ah, super. La suite, c'est quoi pour toi? La suite, c'est de rester encore un peu dans ce monde-là. Comme j'ai dit, moi, mon objectif, ce serait de participer au Vendée Globe. Initialement, on voulait participer au Vendée Globe 2024, mais on a été un peu raisonnable en se disant que le temps est court. On n'avait pas envie tout de suite de repartir dans une grosse recherche financière et d'avoir ce stress. Donc, on a repoussé à l'édition d'après pour avoir le temps de mieux structurer le projet. C'est 2028? Voilà, 2028. Donc, pour avoir le temps de mieux structurer le projet, de trouver d'autres partenaires pour nous permettre de continuer, de faire cette aventure dans de bonnes conditions de sécurité, de bonnes conditions de communication, enfin, voilà, dans de bonnes conditions. Et ce sera en IMOCA? Voilà, forcément, en IMOCA, on espère un bateau un peu plus rapide, parce que d'ici là, on aura pris un peu plus d'expérience, donc on espère avoir un bateau un peu plus rapide. Maintenant, voilà, aujourd'hui, on a un bateau, et on sait qu'à minima, ce sera celui-là. Ah, il vous appartient? Oui, il appartient à notre association. On a fait l'acquisition du bateau, mais justement, cette année, c'est l'ancien bateau d'Arnaud Boissière. D'accord. Et ça doit être une certaine pression aussi de ne pas le casser pour... Ben forcément, la pression, elle est différente quand on est propriétaire et quand on est juste skipper. Mais au-delà de ça, je pense que tous les marins ont toujours ça bien en tête. C'est de naviguer un bon marin. Forcément, personne ne cherche à casser son bateau. On prend des risques, ça c'est vrai, mais personne ne cherche à casser son bateau. Donc on essaie toujours de faire au mieux et de faire attention. Est-ce que tu as un mot que tu as envie de dire pour conclure? Un mot d'espoir peut-être ou... Non, un mot d'espoir, moi, pas forcément, c'est plutôt surtout sur de la gratitude. Moi, je dis toujours merci. Je dis toujours merci, que ce soit aux partenaires, que ce soit à la presse, que ce soit à toi qui nous permet d'être entendu et de faire vivre et de faire connaître un peu nos projets, que ce soit aux gens qui viennent nous voir, qui nous envoient des messages, puisque s'il n'y avait pas tout ça, nous, on ne ferait pas ça. C'est grâce à vous qu'on peut rêver, on peut vivre notre passion et je trouve que c'est un juste retour déjà de remercier tout le monde du fond du cœur et d'essayer d'ouvrir les portes des bateaux à un maximum de personnes. Donc merci infiniment à tous. Eh ben, je vais en retour te remercier pour le temps que tu m'as consacré. J'imagine que tu es énormément sollicité, je l'ai vu hier. Donc merci beaucoup à toi, je te souhaite une bonne continuation et j'espère te voir sur d'autres courses. Merci et à très bientôt. À très vite.